Bonsoir. Bon, il m'a super bien présenté, je la refais pas, craftsman, juste je bosse dans cette boîte-là depuis 9 mois en télétravail. Je vais expliquer un petit peu notre histoire, comment c'était mis en place et les difficultés qu'on a pu rencontrer en prenant un petit peu de recul. Mais avant ça, je voudrais remonter un petit peu dans le temps. Pas longtemps, c'était l'année dernière, au mois de février, Marissa Mayer, directrice de Yahoo, qui envoie un petit mail sanglant à tous ses salariés en leur expliquant que c'est bien gentil les gars, jusqu'à présent vous bossiez depuis chez vous quand vous vouliez, bah maintenant soit vous venez bosser au bureau, soit vous êtes virés. Ça avait fait vraiment beaucoup parler d'eux. Et en fait, Marissa Mayer, elle est partie du principe que quand on bossait chez nous, on était moins rapide et que la qualité de notre travail était moins bonne. Alors je suis désolé, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c'est une grosse connerie et je suis pas le seul à le penser. Je sais pas si le nom de Jason Fried, je sais jamais comment on dit, vous parle. C'est le mec qui a créé la boîte qui s'appelle 37 Signals, qui est une des réussites énormes aux États-Unis. C'est Basecamp pour ceux qui connaissent. Et ce mec-là dit, il a fait un super TEDx, je vous ai mis l'URL en bas, je vous invite vraiment à aller le voir. Il dit que le boulot n'arrive pas sur le lieu du travail. Notre vraie réflexion, notre vrai travail de réflexion, de résolution de problèmes, ça se passe jamais dans les locaux des entreprises. Alors dans son petit talk, il fait une petite démo qui est assez intéressante. Il parle d'une question qu'il a posée à un sacré paquet de personnes dans sa vie professionnelle. Alors la traduction française est très compliquée à faire, il demande aux gens où est-ce qu'ils aimeraient aller pour getting things done, donc comment faire pour aller jusqu'au bout des choses. J'ai envie de travailler sur un truc et de le finir, où est-ce que je vais me mettre? Et alors assez bizarrement, il y a eu deux types de réponses. Il y a des gens qui ont répondu, qui lui expliquaient, voilà, moi ça va être dans un lieu, ça va être chez moi, au coin du feu, je vais me mettre tranquillement, bien dans mon jardin, c'est là que je suis mieux. Il y a des personnes qui répondent, moi c'est dans un train, que vraiment je me sens plus efficace, dans un environnement qui bouge. Et puis il y a un autre type de réponse, des moments. Moi je suis vachement plus à l'aise chez moi le soir, à partir de 22h, parce que j'ai le cerveau qui se réveille à cette heure-là, ou bien le week-end, voilà, le matin, j'étais faire un petit balade. Assez bizarrement, jamais les gens répondent dans un environnement open space avec le brouhaha et les interruptions. C'est pas étonnant. Parce que avant de bosser en télétravail, j'ai bossé longtemps dans des bureaux, et en fait, une journée au bureau, ça se passe comment? On arrive vers 9h, 9h30, bon, faut pas être en retard, parce que sinon on se fait engueuler. Et puis, il y en a qui arrivent avant, qui arrivent après, on commence la journée en disant bonjour à tout le monde, donc on est interrompu toutes les 5 minutes. Puis on a la journée avance, on a des réunions impromptues, oui, les patrons sont là aujourd'hui, il va falloir aller en meeting, c'était pas prévu mais c'est comme ça. Ou bien notre voisin nous pose la question toutes les 5 minutes de tiens, comment est-ce que je pourrais régler ce problème-là, etc. On est interrompu en permanence, et je sais pas pour vous, mais en tout cas à l'époque, quand je bossais comme ça, le soir je rentrais, je me retournais, et merde, qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée, quoi, clairement. Les meilleures idées que j'ai pu avoir à l'époque, les meilleures résolutions de problèmes, ça m'est jamais, mais vraiment jamais venu sur mon lieu de travail. C'était quand? Alors j'avais 40 minutes de route matin et soir, c'était souvent dans la voiture, que je me ressassais des trucs et tiens, bah ouais, je suis tout seul, je répondais à ce truc-là. Sous la douche aussi, beaucoup. J'en connais qui se réveillent la nuit pour écrire leurs notes parce qu'ils se réveillent, oh putain, c'est ce truc-là qu'il faut que je fasse. Il y en a plusieurs qui connaissent la personne dont je parle. Il y en a d'autres qui résolvent leurs problèmes à d'autres endroits, enfin, ça on va peut-être en parler plus que ça. Pourquoi le remote, le travail en mode remote aujourd'hui attire autant? Et il attire clairement parce qu'il répond pour moi à 3 problématiques. Un, il vous donne cette flexibilité dont on parle depuis tout à l'heure. Vous pouvez bosser où vous voulez, quand vous voulez. Il vous donne de l'autonomie. Et il peut vous offrir de la confiance. En fait, il doit vous donner et vous offrir de la confiance. En fait, ces 3 éléments-là sont des éléments qui, pour beaucoup de salariés, sont fondamentaux. Pas tous, mais beaucoup. Et en fait, pour moi, clairement, le fait de proposer ça fait que le mode de travail remote, et je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que toutes les entreprises bossent en remote, mais le mode de travail que ça implique est clairement le futur dans nos boulots aujourd'hui. Et je suis pas un petit con qui bosse dans une petite boîte à dire ça tout seul, hein. On est beaucoup à dire ça. Il y a des boîtes qui aujourd'hui sont énormes. GitHub, ils étaient 10 il y a 4 ans, 5 ans. Ils sont, je ne sais même plus combien aujourd'hui. Heroku, Basecamp, mais même des boîtes comme IBM, chez IBM, ils ont 40% de leurs salariés qui travaillent en mode remote. Et ça fonctionne très bien. Alors ça fonctionne très bien, mais à une condition. Et c'est évidemment la condition la plus compliquée. Ça fonctionne si le mode remote d'une entreprise, dans l'entreprise, est le mode de travail par défaut. Ça veut dire quoi?
Qui dans cette salle, de temps en temps, travaille depuis chez lui? Je sais pas. À qui c'est déjà arrivé en fait vous n'êtes pas si nombreux, je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de monde. Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelles conditions est-ce qu'on fait ça? Bien souvent, c'est parce qu'on a une échéance rapide où il y en a un truc qui est vraiment super compliqué, on a envie de bosser tranquillement dans notre coin, et donc on va s'isoler un petit peu du reste du bois, de l'entreprise habituelle pour pouvoir être efficace. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Donc vous êtes en train de vous éloigner de l'entreprise, elle continue de vivre, continue d'avoir des informations qui transitent, des choses qui se passent, des décisions qui sont prises, et pendant ce temps-là, vous n'êtes pas au courant de ces choses-là. Pourquoi? Parce que les entreprises fonctionnent en mode synchrone. Et donc il va falloir, pour que ça fonctionne, que tout le monde s'adapte. L'entreprise en tant que telle, au travers de ses process internes, mais les gens de cette entreprise-là, que ce soit de la direction, les managers, les salariés, doivent vraiment tous se mettre dans cette logique de travail remote. Alors ça implique plusieurs petits changements dans l'entreprise. Le premier, c'est la communication. Clairement, il va falloir la changer radicalement. Comment ça se passe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises? Puisque les gens sont là, puisqu'on les a en face à face, qu'on peut aller les choper pour faire une petite réunion, il y a énormément de discussions, de décisions qui sont prises en mode synchrone. On va les prendre dans la réunion, mais tout le monde était là, on va pas faire un petit compte rendu après, on est tous au courant. La problématique quand on veut passer en mode remote, c'est que ces prises de décision, cette communication qui est synchrone, il va falloir la balancer au maximum en mode asynchrone. Alors, il ne faut pas être extrémiste non plus, c'est pas pour tout. En gros, le principe, c'est tout ce qui est de l'ordre du formel, du stratégique pour l'entreprise, on essaie de le balancer au maximum en mode asynchrone. Tout ce qui est un peu moins important pour le reste de l'entreprise, on peut continuer de le balancer en mode synchrone. Clairement, vous n'allez pas créer un ticket dans votre système de support pour balancer le dernier lolcat qui diffuse sur le net. Un système de messagerie instantanée, il ira très bien pour ça. Nous, ça, à Craftsman, on l'a identifié, on a fait des tests, on s'est planté plein de fois. Et en fait, là, au bout de 8 mois, on a un petit système qui fonctionne plutôt bien, avec quelques outils. Donc je vais vous en présenter quelques-uns là, très rapidement, juste pour vous donner des noms. Clairement, les outils ne sont pas ce qui est le plus important, en tout cas ces outils-là. Par contre, le choix en fait, des outils que vous ferez, le fait qu'ils correspondent réellement à vos besoins, le fait qu'ils soient vraiment de qualité est fondamental. Et s'il faut payer, on paye. Par rapport à des locaux, en fait, bien souvent, la marge est relativement intéressante. Alors, parmi les outils que nous on utilise, il y a Trello, pour ceux qui connaissent, pas, pardon. C'est un système de board, comme un tableau que vous auriez au mur, avec des colonnes, vous prenez des post-it et vous les décalez. Donc là, c'est le même principe, il y a des petites cartes, on les prend d'une colonne, on va les déplacer d'une colonne à une autre. En fait, nous, à Craftsman, ça, on l'utilise pour tout ce qui est design de nos produits, suivi des projets, et quotidien, prise de décision dans l'entreprise. Toutes les décisions, typiquement, est-ce qu'on va prendre un stagiaire ou est-ce que je vais faire virer, enfin, voilà, ça passe par là. Pourquoi ça passe par là? Il y a plusieurs intérêts. Un, c'est structuré, contrairement à l'email, par exemple. C'est super clair, on peut créer autant de bords qu'on veut, donc les choses sont bien à leur place. Deux, c'est réellement de la synchrone. Et trois, c'est archivé et cherchable. Il y a un deuxième outil qu'on utilise, mais c'est assez très lié à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire qu'on produit du code, donc forcément ce code-là il faut bien le stocker quelque part, on utilise GitHub. Alors là pour le coup, il y a des alternatives, mais de mon point de vue, on est largement au-delà d'un point de vue qualité sur GitHub par rapport à leurs concurrents. C'est payant évidemment quand on est en mode privé. Donc on héberge notre code, mais surtout toutes les discussions techniques qu'il peut y avoir dans l'entreprise, elles se passent par écrit. Sur les pull requests qu'on réalise dans GitHub. Il y a de temps en temps, on va échanger soit par téléphone, soit en mode Skype, parce qu'on a vraiment besoin d'être dans une logique créative de résolution de problèmes. Mais dans 90% des cas, en fait, le gros des discussions se passe là-dedans. On va des fois échanger pendant plusieurs jours d'affilée, en fait, avant de dire bon bah ok, c'est bon, on va pouvoir la merger. On utilise évidemment un système de messagerie en temps réel. Alors nous on est sur Slack, là pour le coup il y en a des dizaines qui sont plus ou moins équivalents. Alors il y a 10 ans la messagerie en temps réel c'était vraiment du temps réel, c'est-à-dire que quand vous étiez dessus, vous voyez ce qui se passait, quand vous êtes plus dessus, vous voyez pas. Ce genre de messagerie là a vachement évolué, c'est-à-dire que tout ce qui est dit dessus est archivé, on peut rechercher dedans, et surtout il y a un vrai côté sympa pour nous à l'usage, c'est le côté temps réel, c'est-à-dire qu'en fait ce genre d'outil s'intègre avec plein d'autres outils. Et en fait à Craftsman, quand on modifie, par exemple, on déplace une carte dans notre Trello, boum, on est notifié ici qu'il y a eu une action là-dessus. Dès que quelqu'un pousse du code sur GitHub, on est notifié ici. Donc ça donne un vrai suivi du temps réel, et ça nous permet de garder le contact, de savoir ce que font les autres au cours de la journée. Alors ça nous permet de savoir sur le côté vraiment travail,
Mais il y a un autre aspect qui manque à tout ça, c'est le côté humain. C'est-à-dire que oui, c'est bien beau de savoir qui fait quoi à un moment donné. Enfin, quand on est dans une même pièce, quand on voit qu'on a un collègue qui arrive le matin avec une gueule comme ça et qui est vraiment pas bien, si on aime bien, on va aller lui parler, lui réconforter. Voilà. On a été confrontés à ce problème-là, c'est-à-dire que nous, en fait, on bossait chacun de notre côté. Alors, on communiquait énormément comme ça, mais finalement, on savait pas vraiment ça roule les mecs ou pas. Enfin, voilà, on n'échangeait pas tant que ça là-dessus. Alors, on s'est amusé à créer un petit outil en interne. Si quelqu'un est intéressé pour le tester dans sa boîte, il n'y aura pas de souci. On l'appelait Happiness. En fait, chaque soir, on reçoit un petit mail. Dans le petit mail, il y a juste tiens, comment s'est passée votre journée? On a 3 icônes, on clique ouais, moi j'étais content aujourd'hui, ouais, moins moyen, moi non, vraiment là ça va pas. Et ça nous permet de savoir au fur et à mesure, tiens, à Saint-Etienne, ça fait quand même 4 jours qu'ils font la gueule, peut-être qu'il y a un problème là-bas, peut-être que je peux les aider à résoudre quelque chose ou pas. Et évidemment, et ça c'est un truc qui est super important, c'est garder le contact visuel. En fait on est des êtres humains, on n'est clairement pas fait pour hiberner et rester dans notre piole pendant toute la journée sans aucun contact extérieur. Donc nous on se fait des Skype, alors quasiment jamais pour parler boulot. On va se faire des Skype comme je prenais mon café et je discutais avec des collègues avant. Ça peut être à 11h le matin, à 23h le soir si on est connecté en même temps. Mais ça on le fait vraiment régulièrement et c'est super important. Il y a un élément qui est encore plus important et qui de mon point de vue doit vraiment pas être mis de côté. Ça, tous les 3 mois, on se voit. Et on se voit, on passe 2 ou 3 jours ensemble. On bosse, un petit peu, mais on profite aussi vraiment de ces moments-là pour se resynchroniser, voilà, vérifier que ouais, c'est cool, on est content de se voir, de bosser ensemble, et on discute, on fait la fête évidemment. Ça c'est super important. Si vous ne le faites pas, vous verrez que petit à petit, vous allez vous décaler et perdre le fil en fait de votre équipe. Le dernier point, il est vraiment... en fait, c'est la clé de tout, c'est faire confiance. Alors oui, je sais, c'est super difficile. Déjà, dans une boîte normale, les managers ont du mal à faire confiance à personne. Alors imaginez quand vous êtes en télétravail, mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il est peut-être en train de regarder la télé. Donc clairement, c'est une organisation remote. Ça servira à rien. Donc il faut vraiment se poser la question dans une entreprise, quand on veut franchir ce cap-là, c'est-à-dire voilà, le mec qui sera 100%, 90% de son temps chez lui, je ne saurais pas ce qu'il fera à ce moment-là. Est-ce que je suis capable, moi, en tant que directeur, en tant que manager, de lui donner cette confiance-là? Si vous ne pouvez pas, c'est pas la peine d'essayer. Dernière petite chose. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'est planté nous incalculable de fois. C'est-à-dire que je suis arrivé en mars, de mars jusqu'à septembre, on a vraiment galéré. C'est-à-dire qu'on essayait des trucs, et puis ça marchait pas. Puis on sentait que c'était pas super fluide, et puis voilà, on s'est frité plein de fois à cause de la communication écrite qui est compliquée par rapport à l'oral. Et ben à chaque fois on a essayé, on a changé les process, on a changé d'outils, voilà. Ça nous a pris du temps, mais vous devrez faire ça, c'est itérer, essayez, plantez-vous, réessayez. Moi je suis retourné bosser peut-être dans un bar, là, tout à l'heure, j'en sais rien. Merci beaucoup. Tout le monde doit être convaincu. Est-ce qu'il y a des questions? Juste pour faire un pont avec l'intervention de Mickaël sur les stagiaires, est-ce que tu crois que le mode remote peut fonctionner avec des stagiaires? Alors je pense que ça doit être pas simple. J'aurais tendance à dire que oui. Avec à mon avis, quand même, enfin, pas le mode remote complet, c'est genre tu ne prends pas à l'autre bout de la France. Mais un mode remote intermédiaire, c'est voilà, tu fais 3 jours ou 4 jours par semaine chez toi et une journée quand même, ouais, pourquoi pas en fait. Je suis pas certain qu'on ait moins de confiance à donner à un stagiaire que finalement à un salarié. Donc pourquoi pas. Avec ce genre d'outils, on est vraiment mis en place, oui c'est ça. Faut pas que ce soit le premier mec en fait qui arrive en remote. Mais si c'est dans une entreprise qui est déjà remote, tout le monde bosse comme ça, pourquoi pas. Moi ça serait même plutôt intéressant je pense. À tester. Faire un retour d'expérience. Ah oui, vous êtes piqué la parole. Ah oui. Donc, respect d'abord. Hein. Là, je crois qu'il n'y a pas photo entre le premier et le dernier talk. Alors là, les progrès à faire. Alors, sur l'histoire j'en ai eu plusieurs stagiaires comme ça. Et au départ, on était très réticents. On a eu une première expérience qui s'est bien passée. Donc, ça nous a incité à refaire effectivement confiance. Mais c'est vrai que le stagiaire peut être facilement isolé. Et comment on fait pour lui donner de l'aide? Parce que c'est quelqu'un qui est en formation. Donc ça, c'est le principal problème, c'est ce problème d'isolement humain.
il sort d'un moule, hein, d'un groupe soudé de stagiaires qui ont travaillé ensemble pendant 6 mois et quelques. Et puis il se retrouve tout seul chez lui. Donc la motivation, les problèmes techniques que tu résous, mine de rien, on va avoir un coup un formateur, un coup un collègue, etc. Donc les gens ne sont pas dénués de ressources, ils les trouvent. En plus là, c'était vraiment un stage très risqué parce que le tuteur n'était pas un tuteur technique. Le stagiaire était tout seul. Donc là, c'est vraiment un stage casse-gueule. Donc on a mis des verrous un peu partout pour que ça se passe bien. Et j'aimerais bien que quelqu'un qui travaille en stage à distance en ce moment dans une entreprise que je connais bien nous donne son point de vue là-dessus. Bonjour à tous, moi c'est Arnaud, je suis en stage responsable de projet informatique avec Mickaël, donc c'est lui mon tuteur de stage. Malheureusement ou heureusement, ça je ne sais pas, mais pour l'instant ça se passe bien, donc c'est bien. Donc moi à la base j'habite Vitré, je suis en formation à Rennes, à côté de Rennes. Et donc voilà, donc Vitré c'est à 1h30 facile d'ici. Bon, 3 heures de route par jour, ça fait un peu rack sur toute la semaine. Donc on a mis en place avec Mickaël le fait que je viens 2 jours ou un seul par semaine sur Angers. Et le restant du temps, à la base, on aurait bien aimé, enfin moi en tout cas j'aurais bien aimé que ce soit chez moi parce que ça fait vachement moins de route quand même. Et mon centre de formation a dit non, pas trop, on sait pas au niveau des assurances, machin. Donc en fait je fais mon stage la plupart du temps dans le centre de formation qui n'a rien à faire de moi. Donc c'est bien quoi. Enfin, en tout cas ça se passe bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Une alternative à GitHub, est-ce que vous avez utilisé GitLab par hasard? Oui. Ouais. Je fais les trois, hein. GitLab, Bitbucket, GitHub. Ce sont des bons produits, mais alors c'est très personnel, hein, c'est super subjectif. Pour moi, GitHub reste encore aujourd'hui bien meilleur. En fait, pas d'un point de vue fonctionnel. Hein. Clairement, aujourd'hui, GitLab, GitHub, ils arrivent à peu près au même niveau. C'est juste une question de feeling et d'usage. Je suis beaucoup plus à l'aise. Je trouve leurs interfaces vachement mieux pensées que sur GitLab. Mais ils ont tellement progressé depuis 4 ans que j'ai un bon avis. Nous, on l'utilise en interne, donc nous, on est pour le remote. Hein, on a 5 collaborateurs. D'accord. Un peu partout en France. Donc, ça se passe super bien. Donc, on est plutôt pour et on voit que ça se démocratise. Donc, il faut y aller. Cool. Merci beaucoup.